À la fin du mois de novembre 1989, les secours ont défoncé la porte d'une maison familiale de plain-pied dans le quartier de Lake Highlands, à East Dallas, au Texas. La propriété appartenait à un ancien professeur d'économie à l'université, David Goodman, âgé de 48 ans, et à sa femme Glenda, que personne n'avait vue depuis des semaines. Les enquêteurs, en pénétrant dans la maison, ont rapidement été frappés par la puanteur nauséabonde de la mort et, effectivement, ils ont trouvé les Goodman décédés sur le sol de leur garage. La police a récupéré un revolver de calibre 22 sur les lieux. Au cours des semaines suivantes, il s'est avéré que les Goodman avaient été impliqués dans un mouvement religieux New Age appelé « Développement conscient du corps, de l'esprit et de l'âme », dirigé par une femme nommée Terry Hoffman. Notamment, peu de temps avant leur mort, les Goodman avaient légué une part considérable de leurs richesses et de leurs biens à Hoffman, et ils n'étaient pas les seuls. Au cours de sa carrière en tant que chef de secte, Hoffman a été entouré par la mort. 8 de ses adeptes sont morts dans des accidents ou par suicide, ainsi que 2 de ses maris. Même aujourd'hui, les circonstances exactes de ces décès et le rôle, s'il y en a eu un, que Hoffman a pu y jouer restent un mystère. Mais qui était exactement Terry Hoffman ? Et que prêchait sa secte New Age, le développement conscient du corps, de l'esprit et de l'âme ? Dans ce documentaire, nous cherchons à explorer ces questions et bien d'autres en examinant l'étrange affaire de Terry Hoffman et de la secte du développement conscient. Terry Hoffman est né le 21 mars 1938 à Fort Stockton, au Texas. En grandissant, sa famille était extrêmement pauvre. Sa sœur était née morte et sa mère mourait de la tuberculose. À l'âge de 9 ans, elle a été envoyée dans un orphelinat luthérien à Round Rock, une ville située à plus de 530 km de Fort Stockton, où elle est restée pendant 2 ans jusqu'à ce qu'elle soit adoptée par un employé d'une compagnie pétrolière de Dallas et sa femme. Elle a ensuite été renommée Terry Lee Benson. Hoffman affirmera plus tard que sa première rencontre avec des êtres qu'elle appelait des maîtres a eu lieu alors qu'elle n'avait que 3 ans et demi et qu'elle vivait avec ses parents biologiques. Les maîtres étaient un peu décrits par Hoffman comme des guides spirituels sages qui lui apparaissaient parfois sur Terre pour lui donner des conseils au sujet de ses disciples. La plupart ne pouvaient ni les voir ni les entendre, mais Hoffman, oui. Lorsqu'elle vivait encore à l'orphelinat, elle affirmait avoir découvert qu'elle était la réincarnation de Sainte Thérèse d'Avila, une religieuse du XVIe siècle et supposée mystique à qui l'on attribue des visions venues de la Sainte Trinité. Pendant 4 ans, Hoffman a vécu en paix avec ses parents adoptifs. Cependant, un mois après son 15e anniversaire, elle s'est enfuie de chez elle pour épouser John Ray Wilder, un chauffeur routier de 18 ans ayant abandonné le lycée, que sa nouvelle mère qualifiait de voyou. Hoffman et John ont tous deux menti sur leur âge sur leur certificat de mariage, affirmant chacun avoir 3 ans de plus que leur âge réel. Ils se sont ensuite mariés à Durance, dans l'Oklahoma, avant de retourner à Dallas. 18 mois plus tard, Hoffman est tombée enceinte de son premier enfant et a quitté le lycée. Elle a donné naissance à sa fille aînée, Kathy, en 1954 et a ensuite eu 2 autres enfants avec John Wilder. Leur fils Kenneth est né en 1958 et leur plus jeune fille, Virginia, 5 ans plus tard. Ensemble, la famille vivait sur une charmante propriété rurale dans le sud du comté de Dallas, avec John qui subvenait seul aux besoins de la famille en tant que camionneur, tandis que Hoffman devenait mère au foyer, bien qu'elle aspirât à davantage.
Entre l'éducation des enfants, le ménage et la cuisine, Hoffman parvenait à trouver un peu de temps libre pour elle-même, qu'elle utilisait pour commencer à lire des livres sur l'occulte, y compris des sujets comme les médiums et l'hypnotisme. Elle s'est également fait des amis partageant les mêmes idées, avec lesquels elle discutait de l'origine de l'univers, du sens de la vie et de la méditation. Plus tard, lorsque les enfants ont commencé à aller à l'école et qu'elle avait plus de temps libre, Hoffman a commencé à suivre des cours d'hypnose et d'autres disciplines. À la fin des années 1960, la famille avait déménagé à Farms Branch, une banlieue du nord de Dallas, où Hoffman avait commencé à diriger des cours de méditation hebdomadaires. C'est à partir de ce cours de méditation que Hoffman a décidé de créer le développement conscient du corps, de l'esprit et de l'âme, qui n'était pas alors décrit comme une religion New Age ou une secte, mais simplement comme un groupe auquel elle enseignait. Elle formait ses adeptes à partir de leçons qu'elle avait rédigées chez elle et qu'elle proposait à la vente. Voici un extrait de la première leçon de Hoffman. Ceci est votre toute première leçon. Elle vous appartient d'une manière particulière car la connaissance qu'elle contient est sacrée, secrète et mystérieuse. Ces informations ont été soigneusement protégées depuis l'Antiquité, car la connaissance donne du pouvoir. En étant exposé aux enseignements des maîtres, non seulement vous prendrez conscience de vérités que peu de personnes possèdent, mais vous apprendrez également à utiliser et à contrôler des énergies que rares sont ceux à avoir maîtrisées. Les cours de Hoffman se passaient assis, en tailleur par terre, à écouter ses conseils sur divers sujets, allant des relations personnelles à la gestion financière. Elle menait ensuite ses disciples dans un état proche de la transe avant de terminer par une séance de prière. Un ancien membre du mouvement se souvient que Hoffman proposait des consultations individuelles à l'heure, précisant qu'elle les conseillait sur tous les aspects de leur vie. Hoffman croyait fermement au karma et affirmait que les actions accomplies sur Terre, dans le monde physique, influenceraient les opportunités de réincarnation dans le monde spirituel. Elle n'hésitait pas non plus à avertir ses adeptes que ceux qui connaissaient la malchance et l'adversité en souffraient à cause de mauvaises décisions prises dans leurs vies antérieures. Ceux qui se comportaient mal dans une vie étaient destinés à être condamnés, pouvant même être réincarnés en cafards ou en rongeurs dans leur prochaine vie. Hoffman affirmait aussi que le but principal du groupe était d'atteindre une évolution suffisante pour rejoindre Dieu et les mettre sur le plan spirituel dans leur prochaine vie. Elle affirmait que cela ne serait possible que si ses disciples s'engageaient pleinement dans ses enseignements. Si vous souhaitez accéder aux royaumes les plus élevés, vous devez travailler à développer le pouvoir latent de vos émotions, de votre esprit et de votre âme. Elle soulignait également l'importance de l'équilibre entre les corps physiques, émotionnels, mental et spirituel de chacun, affirmant que ceux qui souhaitent assurer une prochaine vie réussie devront veiller à atteindre la stabilité et l'égalité entre ces 4 corps mentionnés précédemment. Elle affirmait que les pensées négatives, qu'elle appelait énergie négative, pouvaient être épuisantes et même potentiellement fatales. Par exemple, la peur du cancer pourrait provoquer le cancer. Lorsque Hoffman souffrait de blessures ou de maladies physiques visibles, elle disait ensuite à ses adeptes qu'elle subissait une punition à leur place de la part des seigneurs noirs, les ennemis du groupe, dont nous parlerons plus tard. Quant à la mort, Hoffman restait impassible. Elle écrivait dans ses enseignements « Vous prendrez également conscience de la continuité de la vie. La mort n'existera alors pas réellement, car vous comprendrez que votre existence ne dépend pas du simple maintien de votre corps physique. La mort noble mène à la renaissance. » Un autre enseignement principal que Hoffman mettait en avant était que les attachements étaient les plus insidieux et trompeurs des schémas destructeurs. Hoffman, cependant, ne faisait pas référence à des objets sentimentaux ou à la cupidité matérialiste. Elle parlait des gens. Elle incitait ses adeptes à restreindre leurs relations, même avec proches, parents et enfants. Elle a écrit que de tels attachements pouvaient ne laisser aucun temps pour les dévotions spirituelles. La libération de votre propre âme est la seule raison pour laquelle vous êtes dans ce monde. Cet enseignement aiderait Hoffman à cultiver les disciples les plus fidèles et des cercles intérieurs très soudés.
Peter Elkind a écrit pour Texas Monthly en 1990 que Hoffman exploitait l'angoisse d'une génération agitée face à la religion traditionnelle et à son incapacité à fournir des réponses claires à des questions impossibles, ce qui a en partie conduit au succès de son mouvement. Plus tard, dans les années 1980, les religions New Age seraient fortement inspirées par les enseignements de Hoffman. De plus, Elkind a écrit que pendant les années 1960, Dallas était rempli de divorces, de matérialisme et de la recherche du plaisir personnel, tandis que les écrits de Hoffman offraient le pardon des péchés et la valorisation du plaisir. Elle disait à ses adeptes ce qu'ils voulèrent entendre. Ils finiront par s'habituer à la richesse. Ils trouvèrent le bonheur dans chaque rapport sexuel. Comme beaucoup de mouvements similaires, Hoffman promettait une vie de plaisir et de prospérité, et ses adeptes croyaient que pour atteindre la vie qu'ils désiraient, il leur suffisait de suivre ses enseignements. Pourtant, malgré ces enseignements, la vie personnelle de Hoffman était loin d'être paisible. Son mari John commençait à être désabusé par ses enseignements. À la fin du mois de décembre 1970, Hoffman avait demandé le divorce. Elle a confié à une amie que John freinait sa croissance spirituelle et a dit à d'autres que c'était sa prétendue jalousie infondée envers un jeune adepte, un homme nommé Glenn Cooley, qui l'avait obligé à aller au tribunal. Après le dépôt des papiers de divorce, cependant, John et la mère adoptive de Hoffman ont fait interner temporairement la femme de 32 ans à l'hôpital Parkland Memorial afin qu'elle puisse subir une évaluation psychiatrique. Un juge a accepté, ayant appris que Hoffman était dangereuse pour elle-même et son entourage. Bien qu'on ne sache pas exactement ce qui a été décidé pendant son séjour, lorsque le divorce de Hoffman a été prononcé le 23 mars 1971, elle a perdu la garde de Kenneth et Virginia, ses deux plus jeunes enfants. Hoffman n'est pas resté célibataire longtemps. À l'été 1971, seulement 4 mois après l'obtention de son divorce, elle a épousé Glenn Scott Cooley, un étudiant de 20 ans à la North Texas State University, dont elle affirme que son ex-mari était jaloux. Glenn a quitté l'école après leur mariage. Ensemble, le couple a acheté et emménagé dans une maison sur Donovan Road, dans le nord de Dallas. Hoffman s'est ensuite consacré à plein temps au développement conscient du corps, de l'esprit et de l'âme. Hoffman, en plus de fournir des copies de ses leçons et des consultations privées, a commencé à vendre des cristaux et des bijoux. Elle affirmait que certaines pierres précieuses possédaient des propriétés protectrices et curatives, mais ajoutait que seules celles qui avaient été correctement sélectionnées et chargées pouvaient agir ainsi. Elle encourageait ses adeptes à acheter ces produits pour leur propre bénéfice, et faisait remarquer que plus l'objet était cher, plus il contenait de pouvoir. Elle offrait des bagues, colliers, bracelets en argent fait main, ainsi que des cristaux et pierres précieuses vendus séparément. Plus un membre du développement conscient possédait de ces bijoux, plus il était jugé dévoué à la cause. Pendant ce temps, le développement conscient continuait de gagner en popularité. Avec plus de fidèles que jamais, Hoffman s'est rendu compte qu'elle ne pouvait pas assurer tous les enseignements seule, alors elle a choisi 25 des membres les plus fidèles du groupe pour agir en tant qu'enseignant en son nom, dirigeant certains de ses cours afin qu'elle puisse se concentrer sur des choses plus importantes. À ce stade, Hoffman était devenue une figure tellement admirée que ses fidèles commencèrent à l'appeler l'Entomagie, la révélatrice divine. Ce nouveau titre honorifique monta à la tête de Hoffman, où son ego était sans doute déjà surdimensionné. Elle commença à prétendre accomplir toutes sortes d'exploits incroyables, qu'elle pouvait léviter, guérir des personnes malades, même celles qui se trouvaient à des centaines de kilomètres d'elle, et communiquer avec Platon ainsi qu'avec Boubé, un gourou himalayen légendaire. Un disciple de Hoffman, choisi plus tard pour devenir enseignant, se souvient d'un vol devenu incontrôlable après avoir heurté un fil téléphonique, avant que le pilote ne reprenne le contrôle et évite la catastrophe. Hoffman déclara plus tard avoir aidé à sauver les personnes à bord du vol. Avec le temps, le charisme de Hoffman attira toujours plus de personnes. Elle commença alors à organiser des réunions hebdomadaires avec ceux qu'elle considérait comme ses disciples les plus fidèles, les mêmes personnes qu'elle avait choisies pour devenir enseignant. Elle annonça à ce cercle qu'ils faisaient désormais partie de la fraternité blanche et avaient été choisis par les maîtres pour lutter contre le mal qui les menaçait.
Hoffman expliqua que ces menaces, appelées Seigneurs Noirs, faisaient partie de la fraternité noire opposée. La fraternité blanche devrait se charger de combattre ces entités maléfiques et de protéger le monde. Les enseignements de Hoffman affirmaient que les Seigneurs Noirs existent sur les plans astral et mental, et ne sont donc pas des êtres physiques sur Terre. Ils ne pouvaient être détruits qu'en étant emmenés dans les abîmes de l'enfer, où leurs âmes et corps inférieurs seraient dissous. Mais Hoffman avertissait que les Seigneurs Noirs n'étaient pas leur pire ennemi. Il y avait aussi des suzerains noirs, qui étaient une version plus puissante et terrifiante des Seigneurs. Les suzerains, expliquait-elle, ne pouvaient pas être tués ainsi. Ils devaient plutôt être emmenés à la grotte de dissolution électromagnétique. La fraternité blanche devait aussi combattre des êtres que Hoffman nommait les Garbans. Elle les a décrits comme mesurant environ 1,80 m avec un long bec. Les Garbans ressemblent à des gargouilles couvertes d'une substance visqueuse. On sait qu'ils sont capables de toucher physiquement quelqu'un au point de laisser une substance visqueuse sur le corps de leur victime. Hoffman a ensuite expliqué comment nuire aux Garbans, écrivant « Si après 30 secondes ou une minute vous ressentez un picotement dans la main ou si votre main tremble, vous devez supposer qu'un Garban est collé à votre main. En utilisant votre imagination, enroulez-le de fils barbelés, poignardez-le et tuez-le. Imaginez ensuite les Garbans morts s'élever tout droit en tournoyant puis se dissoudre dans l'univers. » Après ces explications, Hoffman révéla à la fraternité blanche comment ils défieraient leurs ennemis. Ils le feraient en s'armant de 4 objets qui serviraient de représentation des éléments. Le feu, l'eau et la terre. Les objets seraient une baguette, une coupe, une épée et un sac contenant de la terre. Elle a aussi expliqué que chacun devrait porter une robe bien faite pour le combat, donnant aux enseignants jusqu'à 15 fois plus de puissance. Ils devraient aussi porter les bijoux faits main de Hoffman. Hoffman a ensuite guidé les enseignants à travers une série de rituels de protection, avant qu'ils ne commencent qu'à trancher l'air avec des stylos à billes et des coupes-papier, leurs épées de fortune, alors qu'ils commençaient à combattre les Seigneurs Noirs et d'autres êtres. Malgré la nature spirituelle de ces combats, de nombreux membres de la fraternité blanche ressentant que leurs affrontements étaient réels et comportaient un risque de mort. Un enseignant a écrit plus tard « Nous avons dû secourir certains membres de notre fraternité blanche en pleine bataille. Beaucoup de ses frères sont morts dans cet univers lointain, car ils n'étaient pas aussi prêts au combat que nous l'avons été et le serons. » Les disciples de Hoffman prenaient ces batailles si au sérieux qu'elle nomma des lieutenants chargés de l'informer, comme s'ils formaient une unité militaire en guerre. Ils comptaient souvent le nombre de morts et décrivaient les issues sombres de leurs affrontements, déclarant « Notre première bataille a duré plus de 3 heures et n'a dissous que 242 seigneurs et aucun suzerain. » Les soi-disant combats duraient des heures, laissant les enseignants épuisés. Les lieutenants constataient que les attaques devenaient plus fréquentes. Ils décrivaient la fraternité blanche comme devenant désespérée, notant que nous avions un besoin urgent d'aide. Les enseignants n'ont reçu aucune aide. Ils avaient été jurés de garder le secret et seuls les membres de la fraternité blanche pouvaient affronter les Seigneurs Noirs. Cela a conduit de nombreux membres à devenir paranoïaques, désespérés et profondément troublés, alors que leurs ennemis planaient au-dessus d'eux, prêts à frapper à tout moment. En novembre 1976, Hoffman a demandé le divorce de son mari de 25 ans, Glenn Kulick. Même si ses parents baptistes désapprouvaient le développement de la conscience, Glenn soutenait sa femme pendant que son groupe gagnait en popularité, tout en travaillant à plein temps pour l'entreprise de bijoux de Hoffman. En entendant les discours de Hoffman sur les Seigneurs Noirs, il a décidé de ne plus vouloir ce mariage. Sa mère a ensuite témoigné que son fils voulait se retirer de tout cela. Le mariage, le développement de la conscience, tout. Malgré son désaccord avec la nouvelle orientation du développement de la conscience, le divorce s'est fait à l'amiable et Glenn a continué à travailler dans le commerce de bijoux. Leur divorce a été finalisé le 27 janvier 1977. Mais 5 jours plus tard, Glenn a été retrouvé mort. Il avait laissé une note dans le coffre-fort de Hoffman intitulée « Dernière volonté ». Dans son testament, il a légué tous ses biens, y compris sa Buick Limited, 2 bateaux et tout son mobilier, à son ex-femme. Hoffman a dit aux enquêteurs qu'après avoir trouvé la note, elle et 2 disciples sont allés à la cabane de Glenn, où ils l'ont trouvé mort dans son lit.
Sa mort a été attribuée à une overdose due à la présence de Valium et Librium dans son sang. Bien que Glenn ait été décrit comme ayant touché à la drogue au moment de son mariage avec Hoffman, son suicide a surpris ses proches. Hoffman, de son côté, a affirmé qu'il semblait avoir le moral bas récemment. Pendant 13 ans, sa version des faits a été considérée comme la vérité, mais en 1989, un ancien membre de la Fraternité Blanche a déclaré aux enquêteurs qu'elle et Hoffman avaient rendu visite à Glenn dans sa cabane le 2 février, la nuit de sa mort. Elle a dit qu'en allant le voir, Hoffman lui avait dit que Glenn allait passer au niveau suivant. À leur arrivée, le jeune homme de 25 ans, encore lucide, a expliqué avoir pris les médicaments mortels. Mais la mort de Glenn n'était que le début. L'une des disciples les plus dévouées de Hoffman était Sandy Cleaver. Originaire de l'Alabama, Sandy était une jeune femme qui avait grandi dans une famille aisée et qui avait beaucoup d'argent grâce à un fonds en fiducie. Considérée comme protégée et naïve, elle avait rencontré son mari Chuck à l'université. En 1960, elle a déménagé avec lui à Dallas et en 1964, Sandy a donné naissance à leur première et unique fille, Suzanne Devereux. Sandy était décrite comme spirituellement tourmentée. Ses parents ont divorcé pendant son enfance et sa mère, atteinte de troubles mentaux, a été souvent hospitalisée durant la majeure partie de la vie de Sandy. Pour aggraver ses problèmes, sa sœur était décédée dans un accident de voiture et, en 1966, son père est mort dans un accident d'avion. Perdue, déboussolée et en quête de réponses, Sandy finit par découvrir Terry Hoffman et ses enseignements. En 1971 à peu près, au même moment où Terry Hoffman a quitté son premier mari, Sandy a quitté Chuck. Elle lui a dit qu'elle et Terry Hoffman avaient en décidé qu'il bloquait son développement spirituel. Une longue bataille pour la garde de Suzanne a rapidement éclaté. Chuck a qualifié Sandy de mère inapte, soulignant sa réticence à emmener leur fille chez de vrais médecins, préférant plutôt la prière et l'encens lorsque Suzanne tombait malade. Sandy était également connue pour donner à sa fille des pilules non identifiées, prescrites par un guérisseur sans licence au Mexique, qui prétendait pouvoir diagnostiquer Suzanne par télépathie. Le guérisseur avait été recommandé par Hoffman. Chuck a ajouté que Sandy s'était tellement immergée dans les enseignements de Hoffman que cela devenait dangereux, et il témoignera plus tard qu'elle donnait à leur fille 110 pilules non étiquetées par jour. Il a aussi dit avoir cessé de se battre pour la garde, craignant que Sandy ne préfère nuire à leur fille plutôt que de lui en accorder la garde, puisqu'elle pensait, comme l'enseignait Hoffman, que Suzanne se réincarnerait. Le mieux que Chuck ait réussi à obtenir fut une clause spéciale dans le divorce, stipulant que Sandy ne pouvait emmener leur fille que chez des médecins reconnus et autorisés à exercer au Texas. Suite à cela, Sandy est devenue l'assistante non rémunérée de Hoffman à plein temps. Elle a réécrit le programme du groupe, acheté une presse avec ses fonds, aidé à fabriquer des bijoux et tenu leur comptabilité. En 1974, Hoffman a officiellement enregistré Conscious Development et a nommé Sandy secrétaire trésorière. Dans le cadre de son travail, elle quittait la ville pendant plusieurs jours, laissant sa fille aux soins de la vieille gouvernante de la famille, Louise Watson. Selon les témoignages, Sandy était très impliquée et enthousiaste pour l'avenir du mouvement. Son lien avec Hoffman semblait se renforcer chaque jour, et elle croyait fermement que son travail valait tous les sacrifices. Les choses ont changé en 1978, quand une nouvelle menace a émergé. Hoffman informa Sandy et les autres membres de la Fraternité Blanche que les seigneurs noirs avaient désormais le pouvoir d'empoisonner le sang, et affirma que ceux qui étaient infectés devraient n'en prélever une seule seringue de sang pour éliminer le poison de leur organisme. Elle qualifia cette saignée de stratégie de défense, ce qui poussa certains à remettre en question le mouvement avant de quitter complètement Conscious Development. Même le cercle rapproché de Hoffman se réduisit, mais Sandy Cleaver resta. À cette époque, Suzanne avait 14 ans et elle commençait à être contrariée par la distance de sa mère et par le fait qu'elle était toujours absente de la maison. Suzanne était une grande sportive et la star de l'équipe de basket de son école, mais Sandy ne venait jamais à ses matchs pour la soutenir. En 1979, cependant, Suzanne était ravie lorsque sa mère lui a demandé de l'accompagner pour un voyage à Hawaï avant le mariage. Quelques années auparavant, Sandy avait rencontré Lynn Fairchild et elles envisageaient de se marier malgré les avertissements et les conseils de Hoffman, qui leur recommandait de ne pas se marier et de rester heureuses célibataires.
Le 25 février, lors d'un pique-nique près d'un lagon sur la péninsule de Wheeloop, un endroit pittoresque que Hoffman avait déjà visité et recommandé, Sandy et Suzanne décidèrent de partir en radeau pneumatique. Selon Sandy, une vague soudaine les a projetés hors du radeau sur un récif de corail, puis une autre vague les a séparés et poussés sous l'eau. Sandy a cherché sa fille sans la retrouver et a été secourue peu après, couverte de bleu et saignante sur un récif de corail. Le corps de Susan a été retrouvé quelques heures plus tard. Hoffman a informé Chuck des événements de la journée vers 1h du matin. Ils se sont retrouvés à Hawaï cet après-midi-là, dans la chambre d'hôpital de Sandy. Alors qu'il était sur place, un membre du développement conscient a essayé de l'appeler chez lui, affirmant avoir un document important. Ce document s'est avéré être le testament de Susan et était adressé à Hoffman et à son troisième mari, Ben Johnson. L'adolescente avait légué 125 000 $, tout l'argent de son fonds, en fiducie, à Hoffman et à son mouvement. Elle a ajouté que l'argent devait servir à l'école de développement de la conscience que Hoffman et sa mère voulaient créer. Bizarrement, un second testament, officiel et daté du mois d'août précédent, est également apparu. Lui aussi léguait tous ses biens à Hoffman, qui a été comme une seconde mère pour moi, disait le document. Cette version du testament utilisait du jargon juridique et un langage adulte, contrairement à la première rédigée par un enfant. Les deux documents étaient invalides, car les mineurs ne peuvent pas faire de testament légal au Texas. Le père de Susan, Chuck, a trouvé le document suspect. À sa connaissance, la jeune fille de 14 ans avait peu eu de contact avec Hoffman, et il a déclaré plus tard penser que Susan avait rédigé le document à la demande de sa mère pour lui faire plaisir. Il y a des spéculations selon lesquelles Sandy serait responsable de la mort de sa fille, car elle avait dit ouvertement à ses collègues qu'elle avait peur de Susan, affirmant que des esprits maléfiques en elle tentaient d'infecter les énergies de Sandy. C'est en partie pour cela qu'elle est restée distante, bien que Susan ne désirait que l'amour et les éloges de sa mère. Sandy a ensuite rompu ses fiançailles avec Lynn Fairchild, mais elle est restée proche de Hoffman. Hoffman elle-même perdrait un enfant plus tard cette année-là, lorsque son fils unique, Kenneth, fit une chute mortelle alors qu'il construisait un bâtiment commercial à Grand Prairie. Il n'avait que 22 ans. Dans son testament, il a tout légué à sa mère. 2 mois après la mort de Susan, Sandy a souscrit une police d'assurance d'une valeur de 300 000 $. Hoffman était le seul bénéficiaire. Plus tard cette année-là, elle a également transféré sa propriété d'une valeur de 180 000 $ à Hoffman et a commencé à lui payer un loyer pour continuer à vivre dans sa maison. 2 ans plus tard, le 8 septembre 1981, Sandy et sa vieille gouvernante, Louise, sont partis pour un voyage de 6 jours au Colorado, où elles prévoyaient de visiter un terrain que le groupe avait acheté près de Cripple Creek, car ils voulaient y construire un lieu de retraite. Les deux femmes ont passé leur première nuit à Colorado Springs chez la sœur de Hoffman. Le lendemain, elles sont parties visiter le terrain de Conscious Development, mais ce soir-là, dans une région connue sous le nom de Garden of the Gods, Sandy a conduit tout droit dans le vide. Les enquêteurs détermineront plus tard que, malgré le virage serré, Sandy n'avait pas tenté de dévier ou d'arrêter le véhicule. La voiture a plongé de 150 mètres dans un ravin. Sandy et Louise ont été éjectés du véhicule lors de la chute. Leurs corps ont été trouvés bien au-dessus de l'épave. Hoffman est venu à l'hôpital 2 jours plus tard pour réclamer les corps. Sandy avait mis à jour son testament 3 mois avant sa mort, nommant Hoffman comme son seul bénéficiaire. Elle était aussi bénéficiaire de sa police d'assurance-vie de 300 000 $. Louise aussi avait désigné Hoffman comme bénéficiaire de sa succession. Cependant, l'accès à la succession des Cleaver fut difficile pour Hoffman, car le frère de Sandy a contesté le testament. Il a affirmé que cela résultait d'une influence indue et d'une fraude, soutenant que sa sœur n'avait pas la capacité d'exercer librement sa pensée et son raisonnement indépendant, et qu'elle était contrôlée par l'utilisation de l'hypnose, du conditionnement pavlovien et de la psychothérapie par les partisans. Hoffman a nié avoir contrôlé Sandy lors de son interrogatoire pendant une déposition préliminaire, mais a admis avoir essayé d'hypnotiser son amie à 2 reprises. L'affaire a été portée devant les tribunaux en juin 1982, mais après 5 jours de témoignages, Hoffman a choisi de conclure un accord à l'amiable. Elle a accepté de verser aux frères de Sandy Sant 12 500 $ en espèces et 40% du produit net de la vente de sa maison. Ses meubles et autres biens seraient enfin partagés également entre les deux.
Après la mort de Sandy, Hoffman a suspendu temporairement les cours de développement de la conscience. Malgré la série de morts étranges, les saignées et le conflit avec le frère de Sandy, Hoffman a conservé de nombreux adeptes. Même si les membres se réunissaient rarement formellement, ils se retrouvaient souvent et sont devenus très soudés, comme Hoffman l'avait voulu. Au milieu des années 1980, elle avait lancé de nouvelles activités. Elle s'est lancée dans la fabrication de parfums et offrait des séances de massage par acupression, censées débloquer les centres d'énergie du corps. Elle a même animé un atelier sur le secteur pétrolier, étant devenue une sorte de gourou financier. En 1980, Hoffman a divorcé de son troisième mari et a épousé un autre de ses adeptes, un homme nommé Don Hoffman. Don et son ex-femme Alice étaient des adeptes dévoués du développement conscient, qu'ils ont rejoints en 1974 après que leur fille se soit noyée accidentellement dans la piscine. Comme ses ex-maris, Don a quitté sa carrière après avoir épousé Hoffman pour travailler à plein temps au développement conscient. Le poste de bras droit de Hoffman, tenu avant par Sandy, est désormais occupé par Robin Ostott. Au milieu des années 1980, Robin était tellement enracinée dans le mouvement qu'elle parlait à peine à ses parents, ne les voyait presque plus et semblait indifférente à son fils adolescent. Une amie disait que sa vie était centrée sur son fils avant de rencontrer Terry Hoffman. Ensuite, toute sa vie a tourné autour de Terry Hoffman. Malgré des consultations fréquentes avec Hoffman et plusieurs séances de massothérapie, Robin ne parvenait pas à se débarrasser du sentiment d'obscurité et de désespoir qui l'envahissait. Elle était profondément déprimée. Dans ses journaux, elle écrivait que ses corps, normalement équilibrés, s'étaient un peu retournés contre elle. Peu après, elle a été abandonnée par ses amis du développement conscient après avoir agressé un membre qu'elle pensait menaçant sa vie. Robin a accusé les Seigneurs Noirs, essayant d'expliquer qu'ils prenaient le contrôle de ses corps et semèrent le chaos. Le 19 avril 1987, elle a dit à son ex-mari qu'elle avait contracté l'hépatite et qu'elle était en phase terminale. Son ex-mari, confus, a quand même pris rendez-vous chez le médecin pour elle, où Robin s'est rendu. Les analyses révéleraient plus tard l'absence de maladie dans son organisme. Après son rendez-vous chez le médecin ce jour-là, Robin est allée voir Hoffman. Elle est ensuite rentrée chez elle et s'est suicidée avec un revolver de calibre 38. Robin n'a laissé ni note ni explication à son fils sur ses actes. À la place, elle a griffonné un message pour Hoffman qui disait « Je présente mes excuses à Terry 3000X, un WK de tout mon être, pour les commentaires extrêmement offensants, grossiers et vulgaires qui lui ont été adressés la semaine dernière. Je l'aime profondément et je lui demande de me pardonner un jour. » Son testament avait été rédigé 2 mois plus tôt. La majorité de ses biens devait revenir à Hoffman. Robin a écrit que tout ce que son fils ne voulait pas devait également revenir à Hoffman. 7 mois plus tard, le 30 novembre, une membre du développement conscient nommée Mary Alice Levinson a été retrouvée morte dans sa chambre d'hôtel à Chicago. La cause de sa mort a été indiquée comme une overdose de médicaments après qu'elle ait ingéré 2 types de somnifères sur ordonnance. Fait notable, 2 semaines avant sa mort, elle a changé le bénéficiaire de son assurance vie. Initialement, le plus jeune frère de Marie était choisi, mais elle l'a retiré et a mis son petit ami à la place. Marie avait rencontré son partenaire grâce à Hoffman lors d'une retraite spirituelle. Fait glaçant, elle avait laissé un message à ses parents, retrouvé plus tard par la police. Dans l'enregistrement, elle évoquait sa mort et affirmait « Je veux que vous compreniez que je suis totalement rationnelle et que j'ai pris cette décision après mûre réflexion. En fait, j'ai hâte que cela arrive. Avec mon expérience auprès des animaux, je crois en l'euthanasie pour ceux qui souffrent beaucoup. » La même année, Charles Southern Jr., âgé de 39 ans et membre éminent du groupe, a disparu. Charles travaillait dans un collège communautaire à Chicago et, pendant ses loisirs, enseignait chez Conscious Development. Selon les témoignages, il était proche de Hoffman et de son cercle, visitant souvent sa maison à Dallas. Plus tôt dans l'année, Charles aurait été retrouvé errant dans les rues de Chicago en parlant en langue. Après un court séjour à l'hôpital, il reprit sa vie normale mais perdit soudainement tout intérêt pour Hoffman et son travail, bien qu'il soit resté impliqué dans l'organisation. En décembre, Charles avait prévu de passer 2 semaines en Inde. Cependant, sa famille ne l'a jamais revu. À l'intérieur de son domicile, ses proches ont découvert son passeport. Il ne contenait aucun tampon de l'Inde.
Ils ont aussi découvert une petite fiole dans un tiroir contenant une substance, ainsi que ce qui semblait être 2 testaments. Bien qu'Hoffman ait été interrogée au sujet de la disparition de Charles, elle a nié toute implication. À ce jour, le sort de Charles Southern Jr. demeure inconnu car il n'a jamais été retrouvé. Son affaire a fait l'objet d'un épisode de Unsolved Mysteries dans les années 90. Paix, harmonie, illumination et 11 morts prématurées. Ceci est l'héritage d'un mouvement spirituel obscur. Quand un jeune professeur d'anglais respecté a rejoint le mouvement, sa famille s'est inquiétée. Maintenant, il a disparu et il demande votre aide. L'épisode présentait également l'affaire de Jill Bounds et soulignait les morts étranges survenues autour de Hoffman. En 1988, 2 personnes liées au mouvement ont été retrouvées mortes, la première étant le 4e mari de Hoffman, Don Hoffman, âgé de 50 ans. Le 16 septembre, Don a été retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel à l'hôtel Marriott à Los Colinas, au Texas. La scène de sa mort ressemblait à celle du 2e mari de Hoffman, Glenn Cooley. Don était décédé d'une intoxication médicamenteuse mixte. Dans 3 messages vidéo enregistrés, qui étaient identiques et adressés à ses frères et sœurs ainsi qu'à ses enfants, Don a fait des adieux en larmes à sa famille, affirmant qu'il avait un cancer et qu'il avait consulté 3 spécialistes qui lui avaient dit que c'était en phase terminale et inopérable. Il a précisé que le cœur de Hoffman était fragile et que tout stress ou pression serait très néfaste pour elle actuellement. Il a dit à sa famille de l'aider autant qu'il le pouvait, avant de déclarer « La mort n'est qu'une transition d'une vie à une autre. » À présent, je suis sûr que vous avez entendu parler de ma mort. Et je suis désolé de devoir vous faire traverser cela de cette manière. Il a fait quelques examens et a découvert que j'avais un cancer en phase terminale, inopérable. Je n'ai pas vraiment peur de la mort. J'ai accepté cela il y a de nombreuses années. L'autopsie a montré l'absence de cancer. Hoffman a affirmé que son mari avait des problèmes respiratoires depuis un certain temps, mais a précisé qu'il ne lui avait jamais parlé de son diagnostic. Elle a dit qu'il avait des comprimés sur lesquels elle l'avait interrogé, mais il avait assuré qu'ils étaient prescrits par un médecin et elle n'a pas insisté. Mais Don avait de l'ecstasy dans le sang, une drogue qu'aucun médecin ne prescrirait. Bien que ses enfants aient été suspicieux quant aux circonstances de sa mort et que les médecins qui avaient faussement diagnostiqué Don d'un cancer en phase terminale n'ayant jamais été identifiés, Hoffman a réussi à éviter tout véritable conflit avec la famille de Don pendant plusieurs mois. Au printemps suivant, les avocats ont déposé le testament de Don. Il avait tout légué à Hoffman. 4 jours après la mort de Don, une ancienne membre du groupe, Jill Bounds, âgée de 41 ans, a été retrouvée morte chez elle, battue à mort. Jill avait été profondément impliquée dans le mouvement jusqu'en 1982 lorsqu'elle a quitté le groupe. Elle a été vue vivante pour la dernière fois le 20 septembre. Elle a été retrouvée plusieurs jours après avoir manqué des rendez-vous avec ses amis. Les enquêteurs ont conclu que l'agresseur était passé par une fenêtre et avait tenté de se laver dans la salle de bain, comme l'indiquait le sang retrouvé. Fait notable, l'auteur avait aussi feuilleté le journal de Jill et arraché des pages. De plus, certains de ses bijoux de valeur et un pistolet avaient disparu de son domicile, alors que d'autres bijoux coûteux étaient restés sur place. Jill semblait craindre Hoffman, mais elle avait tout de même vu quelques mois avant sa mort. Son affaire n'a jamais été résolue. Les derniers décès liés au développement conscient sont ceux cités dans l'introduction. David Goodman, 48 ans, et sa femme Glenda. David était profondément impliqué dans le mouvement, et ce depuis 1973. Il avait été marié à sa première femme jusqu'en 1970, lorsqu'elle est partie en emmenant les enfants. Hoffman a tenté de le recaser 2 fois sans succès, chaque mariage n'ayant duré que quelques mois au maximum. Sa dernière tentative de lui trouver une compagne fut un succès. David a épousé Glenda Warehyde en 1984, la qualifiant d'âme sœur. Glenda estimait aussi beaucoup David et confia à Hoffman qu'elle aurait voulu le rencontrer plus tôt. Hoffman lui a dit qu'ils s'étaient déjà rencontrés et mariés dans des vies antérieures. À ce moment, David voulait que tout son temps ainsi que son énergie et celle de Glenda soient consacrés l'un à l'autre, à leur développement spirituel et au travail qu'ils pouvaient accomplir pour le développement de la conscience, tant il était investi dans les enseignements du mouvement. En conséquence, peu de temps avant que le couple ne se marie, Glenda a envoyé ses 2 enfants vivre chez leur père, qui a ensuite déménagé de Houston à Singapour.
Glenda et David ont aussi décidé d'imposer des limites strictes aux visites. Les enfants ne seraient les bienvenus que 2 semaines pendant l'été. Cette décision mesquine a choqué les parents de Glenda. Sa mère est allée à l'église prier pour elle, déclarant ensuite « c'était dévastateur ». C'est à ce moment-là que la vraie Glenda est morte. Glenda et David seraient retrouvés chez eux en novembre 1989, 5 semaines après leur décès et 10 mois après que l'un ou l'autre ait parlé à leurs parents pour la dernière fois. Glenda avait entamé une lettre à son fils, mais l'avait laissée inachevée avant de l'envoyer. Cela dressait le portrait d'une femme profondément malheureuse, Glenda écrivant « Je suis extrêmement déprimée en ce moment et j'aimerais avoir le courage de me suicider. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé le courage. Le couple n'avait laissé aucun mot et les chiens étaient seuls et mal nourris dans le jardin derrière la maison. Les enquêteurs ont aussi découvert des journaux manuscrits montrant que le couple planifiait leur mort depuis des mois, pensant que Dieu le leur ordonnait. Il semblait que, dans les mois précédant leur mort, ils étaient devenus de plus en plus frustrés par le fait qu'ils n'atteignaient pas le niveau d'ascension qu'Hoffman avait atteint. Malgré le fait que David réussissait test après test en offrant volontairement tout l'argent qu'il possédait, il n'était toujours pas capable de parler avec les maîtres, ni avec les cartes, ni de passer à volonté entre les royaumes physiques et spirituels. Il pensait donc que, tout comme les écrits de Hoffman l'avaient enseigné, ils étaient retenus par un mauvais karma. David a écrit « Dieu, je n'ai pas l'impression de pouvoir continuer. Dieu, vas-tu vraiment nous laisser dans cet état ? Tu as fait de moi un faible imbécile. » Glenn avait ajouté plus tard Marcus, le nom donné à l'un des maîtres, Terry Christ. S'il te plaît, explique-moi et fais-moi comprendre pourquoi tu nous as traités si cruellement pendant toutes ces années, et surtout maintenant, à la toute fin. Ils sont devenus totalement désespérés, David notant « Il n'y a plus d'espoir, plus rien pour lequel vivre. Il n'y a qu'un Dieu qui nous torture sans fin. » Hoffman a déclaré ne pas avoir eu de contact avec le couple durant plusieurs mois avant leur décès, mais leur maison contenait des objets du mouvement, dont des notes et lettres manuscrites. Peu avant leur décès, le couple avait écrit des chèques à l'ordre de Hoffman pour près de $100 000. Cela restait profondément ancré dans la culture du développement conscient. Le 3 mars 1989, les enfants de Don Hoffman, Rick et Janet, ont intenté un procès contre la veuve de leur père. La plainte accusait Terry Hoffman, 51 ans, d'avoir causé la mort de Don par contrôle mental, hypnose, modification du comportement, contrôle de l'information et manipulation des émotions. Ils ont intenté un second procès moins de 2 mois après pour contester le testament de Don. Notamment, l'avocat qui représentait Rick et Janet était le même que celui qui avait représenté le frère de Sandy Cleaver en 1981. L'avocat James Barklow a inspecté les poubelles de Hoffman pour voir ce qu'il pouvait y trouver. James a trouvé des dizaines d'aiguilles, de seringues, des cotons-tiges et assez de flacons de médicaments vides pour approvisionner une pharmacie. Il a aussi trouvé une lettre d'un homme à San Diego parlant d'une commande de drogue. Ces preuves ont incité le bureau du procureur à enquêter sur Hoffman et son usage illégal de substances. Il pensait qu'avec l'aide de médecins, Hoffman distribuait illégalement des pilules et faisait des injections qu'elle appelait des piqûres de vitamines. Le procureur a également été informé que 2 des maris de Hoffman étaient morts d'une overdose, que le journal de Goodman contenait des références à des pilules blanches et que le fils de David Goodman, qui était ami avec Hoffman, avait été arrêté en 1986 pour possession d'ecstasy. Hoffman et Conscious Development ont nié toute faute, tandis que son avocat a qualifié l'enquête du procureur de chasse aux sorcières. Après 4 ans, aucune preuve n'a été trouvée liant Hoffman aux 10 décès qui l'entouraient dans les années 70 et 80. En 1991, Hoffman a déposé le bilan. 3 ans plus tard, elle a écopé de 6 mois de prison pour 10 chefs de fraude à la faillite, mais a été libérée après 12 mois. Bien que Terry Hoffman n'ait jamais été inculpé pour aucun décès, beaucoup de ceux qui ont perdu des proches impliqués dans le développement conscient la tiennent toujours pour seule responsable. Leonard Goodman, père de David, a confié au Texas Monthly « Si mon fils n'avait pas été lié à Terry Hoffman, il serait encore vivant. Il en serait de même pour beaucoup d'autres personnes. » En s'adressant au LA Times, il a ajouté « J'aimerais que l'affaire soit jugée et qu'elle soit poursuivie pour meurtre. Des accusations, mais le fait que mon fils soit mort ne disparaîtra jamais.
Les familles et des membres décédés espéraient que les chefs d'accusation liés à la faillite la mettraient en prison pour longtemps, puisqu'elle risquait jusqu'à 50 ans de prison. Cependant, ce ne fut pas le cas. Les 12 mois de prison de Hoffman ont peu affecté sa vie. Après sa libération, elle a rencontré et épousé son 5e mari et a changé son nom en Terry Lilia Kinlick. Elle est décédée le 31 octobre 2015 à l'âge de 77 ans.